Bon lundi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, avec le doc Karim El Ayoumi, on parle de l'annonce de Christian Dubé. Vous avez les nouveaux médecins. Là, on a payé vos études, fait que puis le système de santé, c'est de la chenoute, puis on voit qu'il y a à peine 3% d'entre vous qui s'en vont au privé. Pas une bonne nouvelle, ça. Non, non, non. Faut que 100% d'entre vous reviennent au bercail. Qu'est-ce qu'on va faire? Changer le système? Ben non, on va vous forcer à commencer à travailler dans le public. C'est sûr, c'est une belle recette pour le succès. Salut Karim. Salut Joey. De retour, c'est ça, notre cher Karim avait était justement de garde en urgence la semaine dernière. Il sauvait des vies. Fait qu'on on a gardé ça pour cette semaine. Mais écoute, ça, je vais dire que je vais répéter ce que je t'ai dit avant qu'on enregistre. Non, fallait-tu qu'on en parle il y a 2-3 semaines dans un podcast pour que Christian Dubé ait cette idée de marde-là? Sérieusement. Là. Autant que tu dis, ah, mais il y a une logique derrière, Joe, et on paye beaucoup. Le fardeau fiscal, les Québécois payent cher pour les études des médecins. Fair enough. Mais nommez-moi une affaire que c'est en forçant les gens de travailler dedans que vous l'améliorez ou que ça donne de grands incitatifs. Là. C'est tout le temps, jamais la carotte, tout le temps le Christy de bâton. Mais regarde, moi sérieusement, je vais te laisser aller après, moi, ça me fascine à quel point on fait tout sauf parler du pot. On fait rien tourner autour du pot, puis trouver 36 millions de solutions autour sans jamais parler justement du problème, du point G, du jour J, appelez ça comme vous voulez. On fait tout en périphérie. On va les forcer à faire telle affaire. Les pharmaciens vont faire la job des médecins, puis de ci, puis de ça. Pourquoi vous ne réformez pas le système? Pourquoi, pourquoi vous ne partez pas en guerre pour de vrai contre les syndicats? Parce que justement, c'est les gardiens de l'immobilisme et du statu quo, au lieu de vouloir tout forcer le reste du monde à embarquer dans votre système scrap de merde. Ils font tout autour. Moi, ça me fascine, tous les nouveaux trucs, puis toutes les nouvelles patentes qui nous sortent pour essayer de vouloir garder ce système-là à flot au lieu de garder le problème. C'est comme si tu aurais on va prendre une manière très caricaturale, c'est comme si c'était littéralement un étron dans le couloir. Qu'est-ce que tu fais? Tu le ramasses? Ben non. Là, on va installer des popouches d'air un peu partout. On va commencer à changer le système d'aération, mettre plus de ventilateurs, comme ça l'odeur de marde va moins sentir. On va on va nettoyer à fond tout autour du tas de marde, mais jamais ça le ramasser. Fait que j'ai tellement l'impression que c'est ça, mais ça va quand même sentir, puis il va quand même rester encore un tas d'étrons dans le couloir pareil, puis on risque de piler dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que écoute, je te laisse partir là-dessus. Je pensais pas parler de ça aujourd'hui. Mais my God, ça me frustre tellement. Parce que c'est vraiment de nous prendre pour des cons. C'est ça que je trouve le plus chiant. C'est que c'est, au lieu de mettre leurs propres erreurs et de dire que le système est à terre, c'est qu'on nie la réalité. L'empereur est tout nu depuis quasiment 25 ans, mais on pense encore qu'il est habillé. C'est assez fou. Ben, écoute, c'est quand même une introduction spectaculaire, Joey. Puis, je le répète comme à chaque chronique, c'est un immense bonheur de vous retrouver, mon bon ami Joey et les excellents auditeurs de Joey et Karim à travers Yann et Frank. C'est un Yes, sir. immense bonheur encore. Écoute, on va commencer comme ça, puis on va essayer de décortiquer tout ça. La proposition de Christian Dubé, qui n'est pas encore un projet de loi qui a été présenté à l'Assemblée nationale, il faut le dire, ce serait de forcer les médecins finissants, compte tenu que l'État paie beaucoup paie une somme quand même très importante là, pour leur formation. Ça coûterait puis on avait fait là, quand même l'exercice, et les chiffres qui sont avancés ne sont pas des chiffres qui sont faux. Quand on avait fait le cadre financier, là, la dernière campagne électorale au sein du PCQ, ça ressemble quand même à ça. Ça veut dire un omnipraticien autour de 400 000 mais on va décliner ces chiffres-là là, de façon là, de façon plus adéquate un petit peu plus tard dans la chronique. Omnipraticien autour de 400 000, spécialiste 650, 700 000. Bon. Quand même. Ça, exactement. Donc, c'est quand même des chiffres importants, il faut le mentionner, et ce ne sont pas des chiffres qui sont faux. Maintenant, il y a quand même une nuance à faire,
C'est-à-dire que, puis là, j'avais dit un petit peu plus tard dans la chronique, mais bon, pourquoi le mettre plus tard? On va le dire. C'est que ça inclurait les frais du résident qui est payé. C'est-à-dire, la formation en médecine, comment ça fonctionne? Tu as 3 ans de façon générale. Là. Il peut y avoir certaines différences, mais disons de façon générale, tu as 3 ans sur les bancs d'école, c'est-à-dire l'équivalent d'un bac. Après, tu as 2 ans de ce qu'on appelle externat, ce qui était appelé, ceux qui se posent la question, externat versus internat. Avant, on appelait ça internat, maintenant, on appelle ça externat. Donc, après les 3 ans sur les bancs d'école, c'est-à-dire que vous avez le cerveau plein de connaissances théoriques, mais il faut, avant que vous ayez une licence et que vous puissiez pratiquer et donner des soins à un patient, il faut vous tester pendant 2 ans sur le plancher. C'est-à-dire voir c'est quoi là, votre capacité à voir un patient et appliquer les connaissances théoriques que vous avez. Ça s'appelle l'externat. Mhm. L'externat, vous êtes sous supervision directe d'un médecin. C'est-à-dire, peu importe ce que vous faites, le médecin doit toujours retourner voir le patient. Ce n'est pas une supervision qui est indirecte, c'est vraiment direct. Vous n'avez pas de licence de pratique officielle, vous n'êtes pas médecin. Vous êtes apprenti médecin. Mais en fait, c'est comme pour ceux qui ont écouté Dr House, c'est les nouveaux médecins avec des numéros. Là. C'est pour si vous connaissez Ouais, la référence un peu. mais dans House, c'est quand même Ouais, c'est craqué, spectaculaire. on s'entend. Là. C'est quand même très spectaculaire. Ce serait le fun quand même de faire une chronique à un moment donné sur Dr House. Je les ai pas mal tout écoutés. Je pense que j'ai arrêté à saison 6 ou 7, une affaire de même. Mais ça doit être spécial quand même d'écouter ça en étant vraiment médecin pratiquant. Tu as vraiment une vision qu'on vraiment dans la. C'est que ce qui est. Là, on fait une parenthèse là-dessus, Oh, là, ouais. pour les auditeurs, mais ce qui est spectaculaire. House, tu vois, quand tu regardes un peu là, le script à la fin, il y a vraiment des médecins là, qui conseillent ces gens-là, c'est clair. Mais c'est toujours le cas le plus spectaculaire que C'est ça. si tu es chanceux, tu le vois une fois dans ta vie. Mais House, lui, Il il les les voit à voit, chaque semaine. il les voit chaque semaine. C'est ça, c'est toujours été les cas rares de ci, de ça. Puis Exact. le Mais principe de l'épisode, pour ceux qui ont vu, c'est que le gars, c'est ça, il est c'est quoi le terme en français? C'est diagnosticien. En tout cas, je pense que c'est ça. En tout cas, il est comme. diagnosticien, C'est ça. ce n'est pas une spécialité qui existe là, officiellement, du moins au Canada, c'est pas une spécialité qui existe, mais on fait référence un peu quand tu dis diagnosticien, ça veut dire un spécialiste du diagnostic, des choses très compliquées qui sont multidimensionnelles. Je dirais la spécialité qui se rapproche le plus de ce que House fait, c'est la médecine interne. OK. J'aurais tendance à dire ça, mais lui, il voit chaque semaine le cas que toi, tu vas voir une fois dans ta C'est ça. carrière. Ben, c'est ça. Il y a du saucé dans House aussi. Même les Ouais. vrais docteurs l'ont Mais approuvé. c'est très stimulant intellectuellement, par exemple. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais jeune étudiant en médecine, je les écoutais, les House, puis ça me stimulait quand même pas Ben oui, mal. toi, tu devais dire, genre, c'est ça doit être cette telle maladie-là, ou telle affaire, telle affaire. Ouais. C'est comme un genre de crime and mystery, sauf que là, c'est du diagnostic médical. Parce que ça, Exact. Puis là, tu as toute la personnalité très excentrique de House, un peu narcissique, mais capable d'empathie, puis tu sais, toute ah oui. l'ambiguïté. Comment il s'appelle? C'est Hugh Laurie, je pense, son nom, l'acteur. L'acteur est Ouais, vraiment Hugh Laurie, excellent. ben oui, c'est un Britannique, mais qui fait une voix, qui a forcé un accent américain pendant des Exact, années. vraiment excellent. Donc ça Ah ouais. ferme la parenthèse sur House, mais Ouais. c'est fascinant, là, le House. Bon, là, pour revenir à nos moutons, Ouais. ce que Christian Dubé dit, bon, OK, c'est-à-dire, on va obliger les médecins à pratiquer au public d'emblée. OK. Après leurs études, parce que l'État paie très cher. C'est ça. Et là, ce qui est Il y a un contrat social, le contrat fameux social, terme. OK. C'est ça. C'est. Contrat social. Contrat social, sur le plan philosophique, on en revient à Jean-Jacques Rousseau là-dessus. Là. Je ne suis pas sûr qu'ils ont nécessairement lu ça, mais c'est une notion qui est quand même un peu utopique, là, que l'histoire du contrat social. Le contrat social, vient du fait que l'individu va agir selon la volonté générale. La volonté générale, c'est quoi? C'est-à-dire pour le bien-être du peuple. Ouais, pour le bien commun, la collectivité, toutes des buzzwords que la gauche adore utiliser. Là. Je dis pas que ça n'existe pas, ces individus-là.
Non, 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 Mais c'est c'est ça. très difficile de bâtir un système autour de ce concept-là, sur le plan philosophique, parce que Surtout que le contrat, tu l'as jamais littéralement signé, là. Tu sais, c'est un peu comme le fameux contrat, tu sais, ce que les bougons riaient à la fin de la série, quand la famille se fait pogner, puis là, ils parlent du contrat social, puis qu'ils veulent pas embarquer dans leur système, parce que justement, puis ils disaient, non, non, il dit, le contrat social de la société, tu l'as à l'acte de naissance. En gros, tu le signes jamais, mais tu fais partie du système que tu le veuilles ou pas, tu sais. Mais ben, tandis exact. Et c'est en plein ça. Donc là, il y a comme un genre de contrat social, mais de quelle façon, toi, tu te dois de considérer que ce contrat social-là est valide. Personne qui a voté pour ça. Est-ce qu'il y a un consensus au sein de la population par rapport à ça? Pas certain. Et un des problèmes, c'est que là, on dit on veut mettre la clause dérogatoire. Parce que là, ça va plus loin que ça. C'est pas juste empêcher d'aller pratiquer au privé suite à tes études. C'est d'avoir des pénalités financières si tu décides de sortir du Québec, d'aller aux États-Unis, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan, peu importe, en Europe. Et là, mettre la clause dérogatoire parce que d'emblée, ils considèrent que, ouais, c'est limite par rapport aux chartes. Donc, on va mettre la clause dérogatoire pour que ça puisse de facto s'appliquer. merveilleux. La clause dérogatoire, puis là, on va entrer plus là, dans les points techniques par rapport à la santé et la réforme du modèle. Mais la clause dérogatoire, pour moi, en tant que citoyen, pas en tant là, que membre du PCQ ou de quoi que ce soit, là, en tant que citoyen canadien, c'est pas un jeu. C'est pas quelque chose que tu peux utiliser pour des causes comme ça, tant qu'à moi. Non, c'est pour des cas bien spécifiques, là. Tu sais, si c'est juste ton patch contre les recours collectifs, à un moment donné, la clause dérogatoire va servir souvent avec le système de gouvernement qu'on a, là. Sinon, moi, est-ce que je peux l'utiliser pour l'exploitation des ressources naturelles, la clause dérogatoire? Tu sais, parce que, à un moment donné, tu comprends? Est-ce qu'à un moment donné, si moi, ça ne me tente pas qu'il y ait des gauchistes, mettons que j'arrivais au pouvoir là, avec le PCQ, mettons que ça ne me tente pas qu'il y ait des gauchistes qui m'empêchent, là, ou qui empêchent le parti d'exploiter des ressources naturelles. Est-ce qu'on peut utiliser la clause dérogatoire pour ça, pour dire que l'énergie, c'est tellement essentiel, donc il faut absolument exploiter le gaz naturel et on ne veut même pas se soumettre aux règles établies par la charte par rapport à l'exploitation d'endroits où est-ce qu'il y aurait, où est-ce qu'il y a des communautés qui pourraient être réfractaires à ça. Tu sais, ça va dans les deux sens. Et moi, je serais en désaccord d'utiliser la clause dérogatoire pour l'exploitation du gaz naturel. Tout comme je suis fortement en désaccord pour utiliser cette clause dérogatoire-là pour obliger les médecins à s'en aller à ne pas aller pratiquer au privé. En passant, ça ne m'affecte pas du tout parce que je ne travaille pas au privé, je travaille au public à 100%. Donc, ça ne m'affecte pas, mais je considère que T'es déjà diplômé, tu fais un bout anyway aussi, là. Je veux dire, exact, exact, c'est en plein ça. t'es pas fraîchement sorti de Donc, l'école de médecine, là. Donc, c'est même pas un projet qui m'affecterait personnellement, mais je trouve que, juste sur le plan du principe, utiliser la clause dérogatoire pour ça et avoir une attitude liberticide en ce qui a trait aux nouveaux diplômés, c'est Pour, pas la solution. pour Et là, 3%, Karim, 3%. c'est ça, selon les statistiques, 3 à 4%. On Parce que parle de quoi? Il disait, je pense que c'était 750 médecins au privé sur quasiment quoi? 22 500? exact, Tout comme ça, ouais, exact, de médecins total au Québec, public-privé. exact. Hey, juste 3%, 100, les amis. qui sont 100% au privé. Bon, Hey, écoute, c'est quasiment le jour de la marmotte. Tu sais, il y a même pas 3-4 semaines, on parlait justement voyons, des agences de placement privé en santé pour les infirmières qui faisaient à peine 3-4% des heures travaillées. Il fallait absolument les rajouter au système, puis pas qu'ils soient privatisés parce que ça n'a pas de bon sens. C'est quasiment le jour de la marmotte. Là, c'est les nouveaux médecins pour le privé. Bah, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Au lieu de se poser la question, pourquoi les gens sacent le camp puis ils vont au privé? Puis là, chez moi, c'est l'appât du gain, le cash, puis de ci, puis de ça, puis de...
C'est ça qui m'en Au Québec, ça n'existe même pas. C'est très minoritaire. Anyway, déjà, même pas privé, déjà un médecin en partant, excuse-moi, mais tu fais un Christy de bon salaire là, par rapport à la moyenne québécoise. C'est pas plus payant au privé. Moi, je peux te le dire, là. Au privé, ce n'est pas plus payant. OK? C'est-à-dire que, oui, si tu as, par exemple, des chirurgiens qui n'opèrent pas, qui opèrent juste une fois par semaine parce qu'il n'y a pas de plateau technique au public, c'est plus payant d'aller opérer au privé parce qu'ils peuvent aller opérer. Mais moi, comme médecin omnipraticien, c'est aucunement plus payant de m'en aller au privé que de travailler dans le public. Non, puis ça me Zéro. fait rire. J'entendais Michel Courchaine la semaine passée qui disait mais là, les médecins privés, il dit, pour les suivis aux patients, il dit bien, les médecins privés, il dit que le vendredi à 14 heures, ils sont plus disponibles, puis qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est des complications, il va falloir qu'ils aillent à l'urgence. Moi, j'ai quasiment le goût de dire, hey, si il s'en va à 14 heures le vendredi, c'est que premièrement, des chirurgies, au lieu d'en faire une par jour, il en a peut-être fait 3 à 5 dans les 4 derniers jours qu'il a fait, puis ils les font sur le sens du monde parce que contrairement au public, c'est pas l'argent des autres, c'est leur argent qu'ils font aussi dans la clinique privée s'ils font leur job dans le schnout, puis que si justement il y a des complications, c'est la clinique qui paye. Fait que crois-moi qu'ils sont bien faites la job. Oui, et on n'a pas de statistiques qui démontrent que ceux qui travaillent au privé travaillent moins d'heures ou finissent plus à 2 heures ou à 3 heures l'après-midi que ceux qui travaillent au public. Moi, je ne connais pas de statistiques qui démontrent. Non, c'est des pros, c'est du grand diraton. Là. Exactement. Et là, le point vient, tu sais, l'autre étape, c'est de dire, OK, faut regarder sur ce 400 000-là ou sur ce 650, 700 000 pour les spécialistes, il y a les années de résidence. En spécialité, c'est 5 ans de résidence. Et là, le résident est payé parce que là, il est médecin. Il a une licence de pratique, mais il est sous supervision indirecte de ce qu'on appelle son patron, qui est un médecin qui a, on dit, un full license. Là. OK? Donc, lui, il travaille, il donne des soins aux patients et il est payé. La première année, ça dépend, là. Tu pars, à l'époque, c'était 42 000, puis ça finissait autour de 60 000. C'est-à-dire 42 000, là, c'est sûr que ça a augmenté un petit peu, là, mais je n'ai pas les statistiques. Mais il y a une dizaine d'années, c'était, tu débutes ta résidence R1, tu as 42 000 par année. Tu termines ta résidence R5, tu avais autour de 55 000, disons, OK, par année. Mais là, tu travailles, tu donnes des soins. Et là, le problème, c'est que dans le calcul des frais de ce que ça coûte, le gouvernement aurait intégré le salaire des résidents. Mais c'est sûr que si tu l'intègres, mais regarde, là, 5 ans multiplié par 50 000, ben c'est sûr que tu fais augmenter la facture, mais la personne travaille et donne des soins. Puis si tu enlèves les résidents du réseau, le réseau s'effondre. Voilà. Je peux te le dire tout de suite parce que c'est de la main-d'œuvre à bon marché. Ce qui ne veut pas dire que ça coûte cher, ça ne coûte pas cher former un médecin. Mais si tu inclus dans le tarif les résidents qui travaillent, qui sont vraiment des actifs et pas juste des passifs, un externe, c'est un passif. Un étudiant en médecine, c'est un passif qui va devenir un actif ultérieurement. Mais un résident, c'est à la fois, c'est même plus un passif, là, c'est un actif qui va devenir encore plus actif ultérieurement. Parce que là, on le sait pas. On le sait pas encore. Parce que là, on dit qu'ils vont travailler ils vont être forcés à travailler dans le public, mais comme on dit, le projet de loi, il est encore sur un coin de table, il est encore un peu éthéré dans le sens qu'on n'a pas une version concrète. Il y en a qui disent 5 ans, il y en a qui disent 10 ans. C'est ça, ce serait entre 5 et 10 ans de te forcer. Puis il y en a, j'écoutais, je pense que c'était Lisée d'ailleurs qui disait que faudrait que ça soit 5 à 10 ans pour les médecins, puis 10 à 15 ans pour les spécialistes. Hey! Mais et là, tu vas avoir besoin de la clause dérogatoire pour le faire, à moins que tu fasses signer un contrat. Et là, mettons qu'on me dit, OK, les étudiants en médecine, on pourrait vous dire, et c'est là qu'on en vient, est-ce qu'il se doit d'y avoir une réforme des frais de scolarité dans les universités au Québec?
Ça, Moi, je c'est un autre débat. Je suis pas ouais, puis capable. je Je suis suis pas. d'accord, là-dessus, là. Tu sais, Exactement. écoutez, Moi, on j'aimerais beaucoup mieux une proposition qui dit, regardez, on forme des gens, l'État paye trop par rapport à ce qui se passe sur la planète. Si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, les frais de scolarité sont beaucoup plus élevés. Au Canada anglais, sont un peu plus élevés. Au Québec, on paie beaucoup pour former, puis c'est difficile d'équilibrer le budget avec ça. Puis on veut réformer les droits de scolarité. Je dis pas que je suis 100% d'accord avec ça, mais j'aime beaucoup mieux ça que d'avoir une option liberticide, puis qui dit, à partir du moment où on vous forme, vous n'avez pas le choix d'être au public. T'sais, et là, on peut décliner ça de différentes façons. On pourrait dire, plus ça nous coûte cher vous former, plus la facture de votre formation universitaire elle est élevée, plus vous devez de payer un montant substantiel par rapport à votre facture de formation universitaire. Ça pourrait être discuté. Et on pourrait dire, si vous, par contre, l'État pourrait vous subventionner, vous payez à hauteur de X pourcentage. Mais là, vous devez de signer un contrat puis de dire que vous allez travailler dans le système public au Québec. Ça, ce serait une façon moins liberticide de faire les choses. Je suis pas en accord avec je suis pas en accord avec ça parce que je pense que ça aiderait aucunement le réseau de la santé. Mais au moins, sur le plan fondamental, tu n'obliges pas les gens puis tu n'as pas une position qui est très liberticide. Et ben, là, c'est de gré à gré, c'est un contrat qui est signé de gré à gré, comme tu pourrais signer un contrat avec les pharmaciens, ça existe, là, qui signent avec des bannières en pharmacie, puis ils leur donnent X montant. Ou si une compagnie privée en médecine dit, OK, nous, on va payer X pourcentage de votre formation, mais vous devez travailler pour nous. Ben, moi, je n'ai pas de problème avec les contrats qui sont signés de gré à gré. hey, Oui. mais je pensais juste aux étudiants qui sont présentement en études en médecine puis qui avaient le goût d'aller au privé. Ils ont-tu hâte de finir? Tu penses, tu sais, on se dit là, ça va-tu nous affecter nous autres? Ça va-tu être juste ceux après? Tu sais, c'est chiant, là, parce que justement, c'est retarder l'inévitable parce qu'encore là, il va dire, ah, mais ils vont aimer ça travailler dans le public. Peut-être, puis là, peut-être qu'ils vont le faire. Puis regarde, peut-être qu'il y a plusieurs que c'était leur plan de genre de départ, fait que ça change pas grand-chose. Mais mettons sur les. Comme là, il y a 750 médecins. Là, il dit que ça a augmenté de 70% depuis 2020, l'augmentation du prix de l'intérêt du privé. Hey, c'est tellement l'éléphant qui a peur de la souris. Là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Moi, ça me flabbergasse d'en faire de même 3% de choses. Mais Exact. Et là, t'imaginez que la cause de l'échec, puis quand on dit échec, là, ça ne veut pas dire qu'on a un système de santé moins performant que des pays du tiers-monde. C'est pas ça, là. Au contraire, on a un système de santé qui est beaucoup plus performant que les systèmes du tiers-monde. C'est toujours quand on se compare à nos pairs par rapport à l'argent qu'on met dans le système. C'est toujours ça. Faut rappeler ça. Et un des problèmes, c'est qu'il faut regarder les dommages collatéraux de tout ça. Ben, premièrement, si on s'imagine que le réseau de la santé publique, son problème, c'est qu'il y a 3 à 4 des médecins qui travaillent au privé. non. Si on s'imagine que de les rapatrier comme ce que QS veut faire, là, de force à peu près, là, parce que QS, eux, ils vont plus loin encore. Oui, parce que tout le monde sait que les médecins qui travaillent dans le privé ne soignent personne qui Ben arrive. non, c'est ça. Même chose avec les infirmières, ils disparaissent dans le néant C'est distordu. ça. Et là, Et on eux, le ils désengorgent rien, ils c'est soignent ça. personne. C'est exactement cette rhétorique de la pensée qui fait aucun Ils ne sens. soignent que les ultra riches, on va dire comme Jack Metzing. C'est ça. Mais ils désengorgent le réseau. Et ils ont des plateaux techniques qui sont souvent plus performants, Oui. ce qui fait en sorte que le réseau public peut se désengorger. Donc, de s'imaginer que de les rapatrier de force dans le réseau public va changer la dynamique du réseau public, non. Ça va probablement faire pire que bien. Maintenant, un autre problème, puis un dommage collatéral d'une proposition comme ça, tu risques de perdre tes talents tes meilleurs talents. Parce que qui sont les gens qui sont les plus mobilisables?
c'est généralement les plus performants. Ceux qui ont plus de drive, ceux qui ont plus de leadership, ceux qui veulent faire Ben oui, innover, en eux, tout, oui. en tout respect pour les autres professions, puis je suis certain qu'il y a de la drive dans ces professions-là, mais quand tu fais ton école de médecine, ça te prend quoi, 4-5 ans, Karim, faire passer au travers à l'université, quelque chose comme ça. Puis tu t'arrives au bout de ce cheminement-là, on le sait que c'est pas pour tout le monde, un peu comme quand tu fais ton barreau ou quoi que ce soit. Fait que rendu là, t'es pas une lavette, là. Tu sais, Ouais. si tu passes au travers de ça, t'es Et, quelqu'un d'assez brillant. Fait que si t'as le goût de sacrer ton camp, puis voter avec tes pieds, puis aller faire ce que tu veux privé au public en Ontario ou ailleurs dans le monde, ben, tu vas le faire, là. et moi, je le disais surtout, ben, c'est entre 7 et 11 ans, la formation. Eh, mais jeune. Et moi, je le disais surtout à l'intérieur même de la profession médicale. Je faisais pas un comparatif nécessairement avec les autres professions. C'est que probablement que tu risques d'avoir tes meilleurs talents potentiels au sein de la profession médicale, tu risques de les perdre vers d'autres pays, d'autres provinces, qui vont être moins liberticides et qui vont leur donner une liberté de choix. Mm. Même donc, ma crainte, c'est que une proposition comme ça, un projet de loi comme ça, fasse en sorte que à l'intérieur de la profession, à l'intérieur des jeunes étudiants en médecine, il y en a qui décident d'aller étudier ailleurs plutôt qu'ici parce qu'on passe une loi qui fait aucun sens et qui est beaucoup trop liberticide. Et ça C'est crée, c'est littéralement une boîte de Pandore qu'on va ouvrir si cette loi-là finit par passer, là. Parce exact. que justement, ça donne une excuse. Tu sais, ah, c'est pas grave, c'est juste les médecins. Mais nous la code, Ah! nous la code de Ah! Jean-François Lisée qu'on adore. Ouais, mais avant, c'est juste que, tu sais, OK, tu veux pas la, tu veux pas non, non, la- je vais la mettre, mais c'est tellement. Tu sais, ça me rappelle la fameuse. Voyons, la fameuse phrase dans le film Contact, pour ceux qui connaissent ça, là, le très bon film d'ailleurs de science-fiction, pour ceux qui s'intéressent. Il disait First rule of government spending. Why build one when you can build two twice the price? Tu sais, c'est le principe de justement, tu lui donnes une excuse, tu prends un pied et tu prends un kilomètre. Tu sais, par définition, si tu leur ouvres une micro-porte de souris, ils vont défoncer ça à grands coups de bélier, tu leur donnes une excuse. Fait que là, au Exact. début, t'as les grands commentateurs, comme on va entendre, qui dans peut-être 6 mois, 2 ans, 3 ans, ah, mais pourquoi on ne devrait pas la faire avec les enseignants? Anyway, on le fait déjà avec les médecins. Tu sais, comme ça serait un argument de poids, tu sais. C'est tout à fait. Et ça c'est vraiment bon ce que tu dis. Et c'est là l'intérêt, même si on n'est pas des gens populaires, là, c'est l'intérêt de gens comme toi, de gens comme Yann, comme Frank, comme Vincent Gelozzo, comme Dom Moret, comme Jeff Fillion. Tu sais, c'est-à-dire que, et je dis pas que tous ces gens-là sont reliés ensemble et qu'ils se connaissent tous nécessairement, mais c'est d'amener une vision un peu plus loin que de juste dire si tu fais ça, ça pourrait peut-être améliorer à court terme. Non, non, mais il y a des dommages collatéraux en arrière de C'est ça. ça. Et ces dommages collatéraux-là, lorsque tu ouvres des portes vers des lois liberticides comme ça, il faut que tu t'attendes à ce que, comme tu dis, t'en donnes un pouce et là, après ça, ça devient un pied, ça devient 100 verges, puis ultimement, ça devient totalitaire. Ah Il faut non, faire très attention. c'est la craque dans le barrage, qu'à un moment donné, tout le barrage va arracher, puis l'eau va sortir. Tu sais, c'est quasiment ça. Mais parce que justement, là, il y a des critiques qui ont sorti. Parce que là, on a dit, OK, mais s'ils font ça justement avec les médecins, ils vont faire ça avec les enseignants, ils vont faire ça avec les ingénieurs. Tu sais. Si on suit cette logique de contrat social-là, au prix qu'on paye les études de tellement de gens des hautes instances, des études universitaires, cette logique-là pourrait s'appliquer à littéralement tout le monde ou la majorité qui travaille dans les universités. Mais Jean-François Lisée, la semaine passée, il y avait un argument. Moi, c'est une proposition que je défends depuis une vingtaine d'années, en fait. Et à la question que vous posez sur les ingénieurs, Bonjour. bon, d'abord, les ingénieurs coûtent beaucoup moins cher à former que des médecins et surtout des spécialistes, mais surtout, ensuite, ils sont embauchés au public ou au privé et il est possible qu'ils soient pas embauchés, ils n'ont pas la sécurité d'emploi, ils peuvent perdre leur emploi, ils peuvent être en chômage. Les médecins, non, il y a pas de pénurie de clients, de patients pour les médecins. Et tous ceux qui sont dans le secteur public, ils sont certains d'être utilisés à 100% de leur volonté de travailler.
C'est plate à le dire, mon Jeff, mais tu pourrais rajouter les infirmières dans cet argument-là. Tu peux rajouter les cuisiniers, mais le monde, ça arrête jamais de manger, Ah là. oui, les préposés aux bénéficiaires, je veux dire, Tu si peux tu veux, ratisser large avec un argument de même, là. si tu veux aller dans cette logique-là, que Les enseignants aussi, tout ça, tu sais. Et puis, absolument, il y aura toujours des élèves à enseigner. À la limite, je dirais même les concierges. Il faut toujours que tu fasses le ménage à un moment donné. ben oui. Surtout dans, C'est, dans le système c'est- ça, bureaucratique c'est vraiment ultra syndicalisé qu'on a au gouvernement. C'est des jobs cannés. Par définition, tu auras toujours de la job, même quand il n'y en a pas. Ils vont t'en inventer. exactement. Donc, elle est là la faiblesse de cet argument-là, c'est-à-dire, est-ce que parce qu'il y a une demande qui est très élevée par rapport à l'offre, tu te dois uniquement de travailler dans le public et le public se doit de t'exiger de travailler pour lui? Ben, je trouve ça très faible comme argument, parce que si tu veux l'appliquer, tu ouvres encore une boîte de Pandore. Si ça s'applique aux médecins, ça s'applique aux infirmières aussi. Ça s'applique aux préposés. Tu as dit que ça s'appliquait, oui, aux cuisiniers, pourquoi pas, tu sais, s'il y a une portion de l'État, et là, une portion de financement de l'État dans leur DEP. Puis là, tu ouvres la porte à l'État de dire, OK, ben nous autres, on va financer tout d'une certaine façon, et tout le monde va travailler pour l'État. Tu ouvres une boîte de Pandore qui fait aucun sens. Et la recherche que j'ai faite, c'est-à-dire, quels sont les pays qui agissent comme ça? Tu as des pays autoritaires qui agissent de cette façon-là. Dans les pays qui sont considérés non autoritaires et des démocraties, c'est vrai, il faut l'avouer, l'Australie a cette approche-là avec les nouveaux diplômés en médecine. Donc, c'est pas inexistant. Par Bon, contre, l'Australie, surtout durant la période covidienne, nous a prouvé que c'était pas un exemple de pays pro-liberté. On va dire ça comme ça, là. L'Australie, le Québec, la Californie et même la Nouvelle-Zélande, je vous dirais que c'était comme le quatuor de fuck your freedom, puis le gouvernement va te dire quoi faire. Ah non, ils ont embarré du monde en Australie, c'était pas beau, là. il y a quand même, l'Australie est capable d'être significativement liberticide, et là, on pourrait faire une chronique au complet là-dessus. Il y a quand même une forme de peur de disparaître des Australiens. Ils ont une influence chinoise extrêmement importante chez eux, des pressions politiques. Ça peut amener certains comportements qui sont plus autoritaires dans des situations de crise. Donc, et on avait fait une chronique à un moment donné sur le système de santé australien que je pense qui est bon, honnêtement, là. Mais je me suis jamais basé sur ce système-là personnellement. Puis, donc, mais c'est juste en toute transparence là, pour les auditeurs, je voulais mentionner que au sein de systèmes démocratiques, ce que Christian Dubé propose, ça existe. Et dans les recherches que j'ai faites, l'Australie ont cette façon de faire. Cependant, tu as plusieurs pays européens qui n'ont vraiment pas cette façon de faire. Et au contraire, ils vont à l'inverse. C'est C'est-à-dire, ça. L'erreur, je pense, c'est pas tomber dans ah, l'autre le fait, je vais le faire. Tu sais, écoute, exact. aux États-Unis, ils peuvent quasiment se dire, ils peuvent utiliser autant cet argument-là parce qu'aux États-Unis, il y a juste 2 pays dans le monde que les compagnies pharmaceutiques ont le droit de faire la publicité de leurs produits médicinaux, que ce soit des vaccins, des pilules, des sirops, name it, directement à la télévision, directement vers le public et non pas via un système de santé. C'est aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Les États-Unis vont dire ah, mais la Nouvelle-Zélande le fait. Je suis comme ouais, mais c'est pas un bon argument. Je suis désolé, il a Non, entouré ça de la Nouvelle-Zélande. Là. tout à fait. Tu sais, Tout à c'est fait. pas parce que excuse-moi, mais pas parce que le voisin commence à se couper le bras que nécessairement c'est une bonne idée de le faire aussi. Tu sais, je Exact. dis juste ça comme ça. Tu sais. Et c'est pas pour ça que moi j'aime le modèle de santé suisse, celui néerlandais, celui allemand, celui suédois, mais ça veut pas dire que que je suis d'accord avec tout ce que les Allemands et les Suédois font Non, dans la c'est vie. Là. ça. Exactement. Donc, mais c'était juste par souci de transparence pour les auditeurs. Il y a des pays démocratiques qui emploient ça, dont l'Australie, mais je pense pas que c'est la bonne façon de faire. Lorsqu'on regarde les pays qui sont les plus performants là, en matière de santé, ils vont à l'inverse de ça. C'est-à-dire, ils favorisent un partenariat privé-public et ils font en sorte qu'il n'y a pas de restrictions. Puis on avait fait une chronique longue, puis on avait fait un PowerPoint là-dessus, puis on les avait montrés. Ils font en sorte que tu es un médecin ou tu es une infirmière, tu peux aller pratiquer autant d'heures que tu veux dans le public et autant d'heures que tu veux dans le privé. Mais là-bas, la différence, c'est que
on sépare très bien le payeur de soins et celui qui fournit les soins. C'est ça. C'est-à-dire, tu peux sous-contracter, donc une clinique va être privée ou un hôpital va être privé, mais ton assurance, tu as une carte de l'État et tu arrives et ça passe. OK? C'est ça. Puis le rôle de Comme les l'État, assurances auto. C'est la même affaire. exact. Et le rôle de l'État, c'est de s'assurer qu'il y a une pratique qui est conforme aux normes, aux standards. C'est-à-dire que, bon, tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas prescrire des choses qui sont illégales, tu peux pas traiter une pneumonie avec, je sais pas moi, avec Chloroforme. ouais, exact. C'est en plein ça, une pneumonie. C'est un antibiotique. Là, c'est pas du chloroforme, comme tu dis. Là, on exagère dans ce qu'on dit, mais Ouais. tu comprends? Donc, l'État doit baliser et aussi, tu sais, avec des organismes spécialisés pour déterminer quelles drogues on accepte, lesquelles sont fiables, lesquelles ont passé des études randomisées à double insu, des genres de choses comme ça. Bon, il y a des balises que l'État se doit de faire, mais l'État ne se doit pas d'être dans la micro-gestion des choses. Et à partir de ce moment-là, tu sépares le payeur et le fournisseur de soins. Tu libéralises un réseau et tu fais en sorte que, avec un nombre d'effectifs suffisant, c'est pour ça qu'il faut les augmenter ici, il faut augmenter le nombre d'effectifs, on en avait parlé régulièrement, là. Autant infirmiers que médecins, et là, tu crées une concurrence dans un réseau. Tu crées une concurrence et tu vas faire en sorte que les gens vont être soignés plus rapidement. Clairement. C'est ce qui est démontré à l'échelle internationale. L'autre chose, ce qu'on va mentionner, on va dire, OK, mais là, si la carte de l'État peut payer tous les soins partout, il va y avoir une explosion des coûts. Bon. C'est vrai que c'est un argument qu'il faut étudier. Par contre, pourquoi ça ne fait pas ça à l'échelle internationale, les pays qui libéralisent correctement leur réseau? Bon. Premier point. Lorsque tu libéralises ton réseau, tu as de multiples fournisseurs de soins qui se font concurrence, donc tu fais diminuer les coûts. Concept économique là, de base ici. Là. L'autre point. Donc, premier point, tu fais diminuer les coûts si tu as plus de concurrence. À moins que tu aies de la collusion entre, puis ça, je voulais le mentionner, puis ça, c'est le rôle de l'État, à moins que tu aies une forme de collusion puis un oligopole entre plusieurs compagnies privées qui décident d'augmenter les coûts. Et là, c'est le rôle de l'État de s'assurer qu'il n'y ait pas de collusion. Donc, je ne suis pas un pur libertarien, là. Je considère que l'État a quand même un rôle dans tout ça. Bon. L'autre point, assureurs privés qui vont compétitionner l'assureur étatique. On n'aura pas le choix de se rendre là. Et je veux que les gens prennent ça en note. L'assureur privé, je sais que c'est pas... c'est Vader rétro Satana, ici. Oui, exactement. Mais prenez ça en note, ça n'aura pas le choix d'arriver. Et ça existe déjà pour les médicaments. Pourquoi c'est pas juste la carte de la RAMQ qui paye les médicaments? Puis les gens ont le droit d'avoir des assureurs privés. Ben parce que les assurances... Ben oui, c'est parce que l'État ne serait pas capable de payer tout ça. Si on avait le fonds souverain norvégien, on pourrait payer tous les médicaments, mais... Oui, mais le pétrole, c'est sale, Karim. On veut rien savoir de ça. Exactement. On est rendu au-delà de ça au Québec, on peut se le permettre. Oui, non, pas vraiment. Tu n'auras pas le choix parce que les coûts vont tellement exploser avec le vieillissement de la population que tu n'auras pas le choix de faire entrer des assureurs privés qui vont faire en sorte que les gens plus nantis vont se payer des assurances privées. Puis là, il faut que tu calcules économétriquement parlant comment tu vas leur donner des déductions d'impôts par rapport à ça, mais qu'il y ait uniquement un assureur étatique pour d'ici 20 ans au Québec pour payer tous les soins de santé, tu vas tomber dans un système d'ultra-rationnement. Ah oui, puis on voit déjà les premières pertes au combat. Là. On le voit depuis plusieurs mois déjà. Là. Ça n'est que le début. Là. Et c'est tenir un système, c'est patcher. Je le répète, c'est que le bateau, il y a plein de trous dedans. Au lieu de le patcher, on installe une pompe pour que l'eau sorte plus vite que l'eau rentre. On n'essaie même pas de patcher le trou. Ce n'est que c'est du cosmétique, là, clairement et sûrement. Mais je veux quand même t'amener à. J'avais deux, trois autres codes que j'avais sortis la semaine passée. Oui, vas-y.
Dimitri Soudard parlait justement d'un peu, sans te nommer, mais j'ai le feeling que soit il nous a déjà écouté ou soit qu'il se rend compte que l'histoire de budget puis de financement des hôpitaux, ça fait du chemin. Combien de fois? Non, c'est celui-là. Public échoue. Mets-nous pas quelque chose du Doc Mayou, là, trompe-toi pas. OK, ça c'était France Baudouin, mais je pense que Soudard se parle après, me semble. Combien de fois nos blocs opératoires étaient fermés parce que, question de budget, on ne pouvait pas les garder ouverts parce que le gouvernement ne voulait pas qu'on fasse de déficit. Alors, on devait gérer d'une certaine façon. Et c'est le côté le plus bizarre que je trouve dans notre système de santé. Alors, il force le système public à fermer des choses. Manque des infirmières, t'es obligé de fermer ici. Manque de radiothérapie, on est obligé de fermer telle chose. Et là, tout d'un coup, le gouvernement, par contre, est prêt à payer le patient pour aller dans une clinique privée pour recevoir des services qu'il aurait pu recevoir autrement. Il y a eu une complicité, il faut pas se leurrer. Là, le ministre a le beau jeu de dire « je veux faire ci, je veux faire ça », mais ça les satisfaisait d'avoir ces lobbies de médecine privée, de cliniques qui se sont formées, qui ont pris toutes sortes de tournures à travers les années. Puis là, on est pris devant un beau fait accompli, nous, le public, les patients, les clients de ce fameux système de santé. Le point sous-jacent ici, tu sais, elle n'a pas tort sur tout, c'est-à-dire que probablement que sa solution, c'est de tout ramener au public, là, j'imagine. Moi, l'argument mais sur le diagnostic, ce qu'elle est en train de dire, ce que je pense, Joey, là, c'est qu'il y a comme une hypocrisie. C'est-à-dire que ouais, vous dites que vous êtes ultra pro-public, mais ça ne fonctionne pas, donc vous sous-traitez avec le privé. Donc, il y a comme un diagnostic ici de dire c'est quoi le problème et c'est quoi la poule et l'œuf. Est-ce que le problème, c'est le fait qu'il y a 3% ou 4% de médecins qui sont au privé? Au contraire, souvent, ils font plus d'opérations que ceux du public. Fait qu'ils se pognent le beigne. Exactement. Ou le problème, c'est que le système public est inefficient, inefficace. Donc, il s'est créé parallèlement un système privé. Et comme on ne veut pas libéraliser le réseau de façon avouée, on se retrouve avec un système qui est beaucoup plus à deux vitesses qu'une vraie réforme qui ferait en sorte qu'on imiterait les pays qui sont beaucoup plus performants que nous en termes d'accessibilité, dont des pays européens et d'Asie développée, en l'occurrence Taïwan. Oui, mais ça, c'est des cotisations de moins pour les centrales syndicales qui ne peuvent pas se permettre ça. Moi, je me suis fait dire là, que je n'ai pas le droit là, de parler contre les syndicats. Là. Moi, il faut que je sois un syndicaliste quasiment. Faut quasiment surtout en plus que justement, on n'a pas parlé de cet aspect-là, mais c'est pas juste Christian Dubé. C'est le Collège des médecins qui a aussi embarqué là-dedans. Alors que justement, les 750 médecins du privé, c'est supposément l'organe qui les représente techniquement, puis tout d'un coup, ils décident de prendre position aussi fermement contre le privé. Et ça, il faut se poser la question, parce que quand tu regardes, l'article est assez ambigu, c'est-à-dire que le président du collège dit nous sommes d'accord avec le fait que le gouvernement sous-traite sous-traite au sein de cliniques privées pour désengorger le système public. Là, ça ressemblait à ça. Mais d'un autre côté, il s'oppose à la privatisation du réseau de la santé. Mais moi j'aimerais bien, honnêtement, là, que le collège sorte publiquement les rapports qu'ils ont en leur possession pour dire, regardez, on s'oppose au fait qu'il y ait plus de privés en santé pour telle raison. Bon, à partir de ce moment-là, on peut évaluer les choses. Mais dans l'article de journal, là, c'était la presse, puis je pense que ça a été... C'était soit la presse, soit Radio-Canada. C'était repris partout, là, le Devoir exactement, aussi. Exactement. Donc, il disait, la sous-traitance au privé, c'est tout à fait acceptable, mais il ne faut pas qu'il y ait d'inégalité, il faut que la carte d'assurance maladie passe. Ah oui, l'universalité des soins. On est tout d'accord avec ça. L'universalité des soins, c'est-à-dire, oui, mais l'universalité des soins, ça va plus loin que uniquement la carte d'assurance maladie. L'universalité des soins, ça veut dire obligation d'être assuré.
Que ce soit assureur privé ou assureur public, ça veut dire obligation d'être assuré, contrairement aux États-Unis où est-ce qu'il y a 8% de la population qui est pas assurée. L'universalité des soins, là, ça s'applique également au Royaume-Uni, ça s'applique en Suède, ça s'applique aux Pays-Bas, ça s'applique en Allemagne. C'est des systèmes de santé qui sont universels. Taïwan est aussi un système de santé qui est universel. Ça, c'est des systèmes qui sont universels. À partir de ce moment-là, le but ultime, c'est que les gens aient mieux accès aux soins. Et quelle est la façon de fonctionner? Est-ce que la façon de fonctionner, c'est la façon québécoise / canadienne ou c'est la façon néerlandaise, allemande, suisse et suédoise? Ben, moi, je pense que la réponse est dans la seconde affirmation. Clairement. Clairement. Là, la prochaine, c'est vrai, là, je sais que c'est Soudas qui en parle là-dessus. C'est qui parle justement de à quel point le public est à bout. Je veux définir pourquoi je défends le privé dans notre système de santé. Parce que le système public échoue. Parce que le système public ne livre pas sur sa promesse. Parce que, qu'est-ce que je vais dire, Sébastien? Je vais respecter le fait que le gouvernement m'a fait une promesse que le gouvernement ne tient pas. Et si je suis malade, je vais refuser de sauver la vie de mon enfant à cause d'un principe sur une promesse. Non, mais c'est des opérations chirurgicales. C'est de la chimiothérapie. Si la vie de quelqu'un est en danger, il va être soigné, là, il ne sera pas laissé dans la rue. Pourquoi est-ce que des gens qui ont besoin de chimiothérapie quittent le Canada pour aller aux États-Unis? Parce qu'ils veulent payer, parce qu'ils sont tellement... regardez ce qui se passe en Colombie. Ils devraient même pas avoir une personne, selon la promesse de l'universalité et de l'accessibilité de notre système de santé. Donc, pourquoi est-ce que le système de santé privé existe? Ben, parce que le système public a créé un trou noir et un vide. Et quand il y a un vide, ben, quelqu'un remplace ce vide-là. Quand même bon, ça. Ouais, exactement. Et là, ce que je veux un petit peu corriger là-dedans, c'est que des gens qui sont obligés d'aller faire de la chimio aux États-Unis, c'est très anecdotique, là. C'est-à-dire, lorsque vraiment vous êtes malade, c'est-à-dire les urgences sont très bien traitées ici, là. Je pense que... Et je n'ai pas c'est sûr que des traitements de très haute voltige, les États-Unis sont plus avancés que nous. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour ce qui est des urgences, je tiens à mentionner, je n'ai pas, je le dirais, là, s'il y avait du data qui disait qu'on est inférieur à nos pairs là, en Occident. Pour ce qui est des urgences puis des traitements de cancer, des traitements vraiment urgents, des infarctus du myocarde, des choses comme ça, je n'ai pas de data en ma possession pour dire qu'on est moins bon. Cependant, on est vraiment moins bon que nos pairs sur l'accessibilité pour un paquet de trucs qui sont considérés comme électifs et qui font souffrir les gens. On avait parlé dans avec Dimitri Soudas, 90% de ce qu'il a dit. C'est ça, on en avait parlé dans un épisode précédent à quel point les cas 5 et les cas 4, c'est les plus graves, sont souvent pas mal traités au Québec majoritairement parce qu'ils ont vraiment danger de mort. Mais c'est vraiment les 3, les 2 puis les 1. C'est vraiment là que ça l'embide. Puis ce qui est chiant, c'est que justement, ça aide pas le système parce que... Ah non, t'as raison. Excuse-moi, je me suis viré à l'envers. 1 et 2, les plus graves. 3, 4, 5, les moins pires. Désolé, j'ai viré ça à l'envers. Mais c'est ça. Mais ce qui est chiant, c'est que justement, c'est que les 3, 4, 5, ben souvent, les 5 se transforment en 4, les 4 se transforment en 3, puis les 3 se transforment en 2, puis en 1. Fait qu'on s'aide pas plus. T'sais, oui, on sauve des vies, mais c'est ça le problème. Et c'est pour ça que j'embarque de plus en plus, même Dominique Moret, il va beaucoup plus loin, là, puis je pense être pas mal plus d'accord avec lui. L'assurance, l'universalité des soins puis l'assurance maladie au Québec, c'est quasiment devenu une crosse. C'est quasiment devenu une fraude digne de recours collectif tellement que ce dit contrat social-là n'est plus respecté. On perd des gens sur les listes d'attente. Il y a des gens qui meurent, là, littéralement, là. Ou qui n'ont plus de qualité de vie, ils souffrent la martyre à cause qu'il faut qu'attendre 3-4 ans pour une opération bénigne qui serait peut-être faite en moins de 2 mois dans un système normal. La réalité, c'est qu'un assureur monopolistique à l'échelle planétaire qui fonctionne bien pour les soins de santé, à ma connaissance, ça n'existe pas.
Non, c'est ça. À ma connaissance, et même des pays qui sont beaucoup plus riches que nous, là, quand tu regardes le PIB par habitant, comme la Suisse n'a même pas d'assureur de l'État. C'est uniquement des assureurs privés qui se concurrencent les uns les autres. Maudite gang de capitalistes. Et en fonction, par contre, en guise de justice sociale, en fonction de ton revenu, l'État va t'aider à pourvoyer à ton assureur privé. Il n'y a même pas d'assureur de l'État. Donc, je pense que le modèle suisse est beaucoup trop difficile à implanter ici. Donc, on n'est pas aussi riches qu'eux autres aussi. C'est ça. Exactement. On n'a pas une culture ultra-démocratique comme eux autres. Non, exactement. Eux autres, je veux dire, les cantons décident d'à peu près tout, puis le gouvernement central décide de pas. Je ne sais pas combien de référendums qui se fait de manière populaire par année. On peut pas transposer ce modèle-là ici. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je ne connais pas de pays, puis je défie les gens là, de me dire là, c'est quel pays qui a un assureur monopolistique. C'est-à-dire que c'est uniquement l'assurance de l'État, puis tout va bien. Là. Non, c'est ça. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je ne connais pas de pays qui fonctionne de cette façon-là. Dernière cote, écoute, c'est la meilleure que Soudar avait fini là-dessus. Il a parlé d'une expérience personnelle qu'il a vécue, puis je pense que ça résume tout. Un cas très personnel. Dans ma famille, un membre de ma famille avait des problèmes gynécologiques très graves. À 2 reprises, cette membre de ma famille est presque morte. On est allé à l'hôpital. Voici ce qu'on nous a dit. 8 mois avant d'avoir une consultation avec un gynécologue spécialisé, 2 à 3 ans avant d'avoir une opération chirurgicale. À 2 reprises, ce membre de ma famille a presque perdu sa vie, littéralement. Qu'est-ce que nous avons fait, Sébastien? Nous sommes allés en Grèce. Elle a eu l'opération chirurgicale à l'intérieur de 6 semaines. Et la première question que j'ai posée au chirurgien était la suivante. Puis je lui dis, on vient du Canada, pays du G7, la Grèce, et ça allait pas bien économiquement. Qu'est-ce que vous faites qui est si différent? Puis je lui ai décrit notre système de santé. Vous savez ce qu'il a dit? Nous, on se concentre sur le patient. Donc, vous avez dit, Sébastien, l'ordre professionnel des médecins, l'ordre de ci, le gouvernement, les syndicats, tout le monde se bat pour son morceau de pain, mais il n'y a personne qui se bat pour les patients. C'est sûr que là, ici, il s'agit d'une anecdote. J'ai pas tendance à commenter tant que ça les anecdotes. Ce que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est que les êtres humains ne sont pas meilleurs ici, aux États-Unis, en Grèce, au Royaume-Uni, en Suède, aux Pays-Bas, en Allemagne. On manque pas d'empathie, ça. Mais exactement. Mais à partir du moment où tu as un système qui est plus libéralisé, tu vas avoir beaucoup plus de possibilités pour le patient. Le patient va avoir beaucoup plus de choix. À partir du moment où tu as du choix, tu risques mieux de trouver le soin approprié. Et c'est pas populaire de penser de cette façon-là, mais la libéralisation du réseau de la santé à l'échelle internationale a vraiment démontré que les systèmes les plus performants sont des systèmes qui sont plus libéraux. Mais avec une universalité, tout le monde est assuré. Et si tu n'es pas capable d'avoir un assureur privé, ben c'est l'État qui t'assure. C'est le rôle de l'État de t'assurer. Et quand tu as de multiples fournisseurs de soins, ça fait en sorte que tu vas avoir plus rapidement une place à quelque part, avec un nombre d'effectifs approprié. Non, puis imaginez, puis on en a déjà parlé, imaginez qu'on laisserait des gens qui veulent travailler dans le milieu de la santé, des super infirmières, des médecins, soit spécialistes ou de famille, name it, que tu leur donnes les outils d'être entreprenants pour de vrai. Mettons, tu parles à 2 filles, 2 amies de filles qui viennent de Saint-Adalbert, dans le fin coin de Côte-du-Sud, le village dans le fin fond du bois, que justement, il y a quand même une certaine... ils se disent, on vient de ce coin-là, on va aller faire nos études, mais on veut retourner puis démarrer notre propre, mettons, le genre de clinique pour les soins mineurs ou de quoi du genre, tu sais, pour couvrir une partie du territoire en collaboration avec les hôpitaux publics puis les autres services de santé. Chris, pourquoi on le fait pas, tu sais? On se fie sur l'hôpital. On va à l'hôpital pas parce qu'on a le choix, parce que c'est le seul qu'il y a, Calvaire, c'est le plus proche. Tu y vas pas parce que c'est le public ou c'est le privé. Ben, s'il y aurait la possibilité de le faire, justement, tu sais, ça serait... Si le gouvernement gérait des McDo, là,
Il y en aurait un par ville, peut-être même 2 si c'est des grosses villes, that's it. Puis, crois-moi, ça prendrait plus que 3 minutes pour avoir ton Big Mac, je te confirme. Fait que je pense que c'est ça. C'est qu'il y a tellement de possibilités qu'il pourrait y avoir. Puis, avec justement, comme je dis, l'universalité des soins, via un système libéralisé, mais tabarouette! On est tellement en dessous de notre potentiel. Puis on le rappelle, comme c'est ça, comme tu disais, Karim, on n'est pas moins empathique, on n'est pas moins brillant. Au contraire, on est dans les tops pour ce qui est de la qualité des soins qu'on prodigue. Mais calvaire, notre système d'organisation puis de système de santé est à chier. Pas les gens qui en font partie, mais le système, l'organigramme, la structure, le fucking squelette. Mettez ça aux poubelles. Partez ça from scratch, s'il vous plaît. Exact. Et c'est Parce que des pas... gens meurent. C'est pas juste une question idéologique. Des gens meurent à cause pour garder ce système-là scrap debout. Il y a du monde on dit souvent, il y avait une citation célèbre là, pas de John F. Kennedy, c'est pas de Thomas Jefferson, qui disait de l'arbre de la liberté doit parfois être rassasié par le sang des tyrans ou quelque chose comme ça. T'sais. Mais c'est quasiment rendu que le modèle scrap québécois doit être rassasié souvent par le sang des innocents québécois. Puis quand je dis innocent, je dis pas innocent suspect, je parle d'innocent, innocent. Par les innocents québécois qui sont sur des listes d'attente. Mais c'est quasiment rendu ça. Ben, c'est ça. C'est-à-dire, là, tu vas quand même un Oh, peu loin dans ta métaphore. Je dirais c'est plus de la souffrance, ultimement, là, que des décès. Maintenant, peut-être des décès, mais je suis pas capable, j'ai pas de statistiques. On s'en va vers là, Karim. On s'en va vers là. J'ai pas de statistiques pour dire là, qu'il y a des décès par rapport à ça, mais il y a de la souffrance. Ça, c'est sûr et certain. Et pourquoi ça échoue? C'est pas que Christian Dubé est pas intelligent. C'est pas que Christian Dubé a pas un gros CV. C'est pas qu'il sait pas bien calculer. C'est qu'il va dans une direction qui est la même qu'on poursuit depuis les 30 dernières années. C'est exactement ça. Donc, un des points ici, là, en pré-conclusion, c'est-à-dire, attendez pas un sauveur. Vous avez beau avoir l'individu qui a le plus gros CV de la planète. Vous avez beau amener Elon Musk pour réformer le réseau de la santé. Si Elon Musk essaie les mêmes choses qu'on essaie depuis 30 ans, ça ne fonctionnera pas. Et je dis pas que le modèle était mauvais il y a 40, 50 ans. Il était basé sur une démographie qui était différente. Là. Mais non, c'est quasiment le principe de il y avait des films là-dessus. Là, il y avait un vieux film, je pense, des années 90 ou 80 avec un jeune Johnny Depp, là, que sa mère était comme dans un lit au 2e étage de la maison, puis elle est devenue tellement grosse au fil du temps que, oublie ça, il était plus capable de la sortir. Ils ont dû quasiment défaire le meuble, la sortir de là avec une grue. C'est quasiment rendu ça. C'est qu'à l'origine, justement, comme tu le dis, il y a une époque, c'est que la mère, elle pouvait se lever, puis OK, elle faisait ses propres affaires, elle pouvait se nourrir, elle pouvait, puis à la limite, tu peux quasiment apporter, mais là, dans l'état qu'elle est, elle est stickée là. Il n'y a personne qui peut la ramasser dans. Comme tu dis, il faut que tu défasses la maison et que tu trouves une solution hors norme pour régler ça parce que c'est rendu plus possible. Elle passe plus dans le cadre de porte. Là. C'est littéralement rendu ça. Là. Et un des problèmes, c'est toujours. Écoutez, on ne peut pas aller à l'encontre. C'est le peuple qui décide, ultimement. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire ce que Christian Dubé propose, l'histoire là, avec les médecins, puis là, on a tout décliné pourquoi ça ne se devrait pas d'être comme ça. Mais la majorité de la population est d'accord avec ça. Oui, mais pas besoin d'accord avec ça. Dans le sens que, tu sais, à tous les sondages qu'on parle de l'avantage de privé en santé, les Québécois sont en faveur dans la forte majorité. Oui. Peut-être pas quand c'est le temps de voter, ça c'est un autre débat. Mais en termes d'intention de vouloir, on parle de 65-70% et plus. Écoutez, il y a eu, on en a parlé, je pense, Karim, il y a à peu près même pas 2-3 semaines, il y a eu un sondage léger qui prouve que justement, une bonne partie de la classe moyenne au Québec font affaire avec des services de médecine privée, pas parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que leur système est scrap. Je pense que le Québécois moyen sait que le système est de la merde. Vraiment, là, il sait qu'il n'a pas le choix de prendre des shortcuts, de prendre des raccourcis que justement son frère ou son cousin est médecin pour essayer de faire passer dans les cracks du système ou pas le choix de payer en double avec le privé parce que justement, il sait que il ne peut pas se permettre de faire ça, surtout s'il est travailleur autonome. Il ne peut pas attendre 2 ans pour un rendez-vous pour telle affaire, c'est trop grave.
Tout le monde en est conscient. Mais par contre, c'est ça. Il manque. La canisse à courage, ça en prend une. Puis comme tu le dis, Christian Dubé, c'est pas parce que c'est pas le mauvais gars, c'est pas parce qu'il est pas brillant, c'est qu'il n'y a pas de courage dans la canisse. Il n'y a pas de courage dans Legault. Mais François Legault, il l'avait dit. Puis là, tu me ramènes tout le temps sur François Legault. Moi, j'aime ça. Ton préféré. Terminer sur François Legault. Parce que, tu sais, il est drôle, François Legault. Tu sais, il l'avait expliqué un peu. C'est le courage, tu sais, c'est un sac. Ouais, ça serait une guerre atomique, une guerre nucléaire avec les syndicats, là. Puis là, il y a comme... Mais il l'avait expliqué quand même candidement. Tu sais, c'est que dans un sac, à un moment donné, t'enlèves du courage. C'est comme un sac, puis là, t'en prends. Puis à un moment donné, tu regardes dans le sac, ben, il n'y en a plus de courage. Mais, tu vois, mettons qu'un gouvernement me dit ça, moi, je peux l'accepter puis je peux comprendre. Les gens sont des êtres humains, mais à partir du moment où tu avoues que ton sac à courage, il est vide, ben, il faut que tu dises que c'est le temps de laisser la place à d'autres. Mais surtout que, tu sais, je comprends le principe qu'en politique, il faut que tu aies des priorités. Tu peux pas arriver au pouvoir, même avec un gouvernement majoritaire dans le système qu'on est, puis vouloir réformer tous les ministères du gouvernement, c'est impossible. On est tous conscients de ça. Il faut que tu aies des priorités, il faut que tu aies vraiment sur les ton top 3 de trucs que tu veux changer. Le reste, tu es capable de faire des petits mini-changements, fair enough. Mais quand tu es rendu que tu le sais que tu ne seras pas capable de le changer, le système, empire-les pas, Chris. Je serais même prêt, regarde, fais rien. Laisse ça de même. Même si ton santé Québec, laisse ça de même. Tu vas empirer la chose. Tant qu'elle est empirée, touche-y pas. Fais juste ne pas lui c'est toucher. Ça, mais là, on dit elle laisse le marché de façon collatérale améliorer les choses. Ben, c'est ça, parce que là, présentement, ils sont tellement soucieux de leur image. La CAQ, c'est tellement une agence de com sur deux pattes déguisée en parti politique que juste pour bien paraître, ils sont prêts à scraper le système de santé encore plus en sachant impertinemment qu'ils n'ont plus de courage dans le sac, mais on se dit qu'on fait quelque chose. Moi, ça m'avait vraiment fait rire à un moment donné. Je sais pas ça fait combien de temps, ça fait longtemps de ça, là, mais j'avais une affaire que j'avais entendu Yann péter une coche à un moment donné sur Twitter, je pense. Puis là, vous aviez mis l'extrait, puis là, il disait une affaire comme bon, écoutez là, les députés de l'Assemblée nationale, on peut-tu leur donner plus de congés? On les paye, là, on continue à les payer, là, le même salaire, mais on peut-tu leur donner beaucoup plus de congés. Puis là, c'est pas mot à mot, là, mais c'était ça que ça voulait dire. Comme ça, plus ils sont en congé, moins ils vont nuire. Vraiment. Ça m'avait fait rire, je me rappelle. Le festival d'être les plantes vertes, c'est ça. Ils font de la photosynthèse à l'inverse. Parce que sinon, ils sentent qu'ils ont l'obligation de légiférer. Mais quand pour justifier le job. Ben, regarde, comment tu penses qu'on a eu le système ultra-bureaucratique avec des règles à n'en plus finir qu'on a aujourd'hui? On a eu des générations de politiciens puis de plantes vertes insignifiants, hommes comme femmes, que justement, il n'y avait pas de canisse à courage. Puis pour pas qu'il y ait l'air d'une gang de fainéants qui crissait rien puis qui faisaient des déclarations de députés toutes les semaines, ils ont commencé à faire des lois stupides pour des conneries en pensant que ça allait changer quelque chose. C'est rien que ça. On fait une loi, mettons, aux 2 ans, bon là, qu'est-ce qu'on fait? On change, mettons, il y a un pot de fleurs sur une barre d'une fenêtre, qu'est-ce qu'on fait? On va changer la couleur du pot de fleurs. Là, on va le mettre rouge. OK, ça prend une subvention. Ça. OK, parfait. Là, dans 2 ans après, qu'est-ce qu'on ferait? Ah bon, on pourrait essayer, je sais pas, d'agencer avec des nouveaux rideaux. Ah ouais, que ça. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il fait fret. Quelqu'un veut-tu fermer la fenêtre? Non. On ne ferme pas la fenêtre. On va changer le cadrage du rideau. On va changer, mais on va transplanter la fleur. On va mettre de l'engrais dans le pot de fleurs. Mais la rentre, là, non, pas grave. On s'occupe du cadre. On s'occupe de la fenêtre. Ouais, mais vous ne réglez pas le problème, mais c'est ça. Ça pourrait être intéressant de dire, par exemple, mettons que tu es un chef de parti, puis là, on est dans de la politique fiction. Ah oui, à chacun de ses députés. Pour chaque légifération que tu veux faire et que tu veux présenter, il faut que tu m'amènes 3 règles que tu veux amender. Même juste une. Même juste une. Ben, à la limite 2. Pour dire que ça baisse, pour automatiquement qu'il y a un effet que ça baisse tranquillement pas vite. Là. Tu sais, je sais que Poilievre est ça qui va amener au fédéral, à savoir s'il va le faire. Là, le one,
tu mets un règlement, il faut que tu en enlèves une quelque part. Là. OK, ça, je ne savais pas qu'il est-ce qu'il le dit publiquement Me ou c'est me une semble, proposition au Congrès ou c'est juste une proposition au il Congrès? change l'année passée, j'avais entendu OK, parler de OK, ça. je ne Puis, savais pas. je sais que de cet incite, il en parle moins, mais il me semble à l'origine, c'était un de ses trucs qu'il proposait. OK, Reste à mais voir s'il va intéressant l'honorer. s'il Là. le dit sur la place publique, là. OK, bah ouais, mais je pense que ça pourrait être intéressant, tu sais, parce que tu as tellement de règles pour, à chaque fois que tu veux légiférer, trouve 2 choses, par exemple, qui ont plus leur place maintenant, puis pour désalourdir le réseau. Pour le réseau, là, puis l'ensemble des politiques publiques. Mais non, regarde, la preuve, la loi sur la protection des élus là, qui a passé il y a une couple de mois, là, pour protéger Oui, les élus oui, municipaux, oui, oui. des menaces envers les citoyens. On en a fait une chronique avec Luce Dano dans la dernière saison. Il y a déjà un protocole à la Sûreté du Québec pour des trucs comme ça avec les élus. Il existe déjà. C'est déjà dans le code criminel. Qu'est-ce que ça change? À part créer des ressources psychologiques, puis une hotline pour les élus, puis créer d'autres jobs inutiles pour les fonctionnaires de provinciaux. Et tout ça n'est pas exclu. C'est-à-dire que toutes les ressources psychologiques, si tu veux les fournir aux élus, tu n'as pas besoin d'une loi pour ça. Non! Tu peux juste les fournir, tout simplement. C'est T'as pas besoin beau, de rien. Karim, ça passe bien à TV, faire une loi. Ça nous montre que ces gens-là travaillent. Les plantes vertes font de la photosynthèse. C'est carrément ça. Je ne pas plus loin, là. Le jour que je vais voir un Parlement qui travaille pour de vrai, là, il n'y aura pas un Christy de médias qui va les aimer, puis il n'y a pas un Christy de syndicat qui va les aimer non plus. Parce que justement, quand tu fais vraiment des réels changements, quand tu fouilles pour de vrai, puis tu creuses pour de vrai, tu te mets des gens à dos. Puis à date, le 3/4 des députés, il y en a même moi qui suis à la politique à longueur de semaine, il y a des députés à l'Assemblée nationale que je les connais même pas le nom, que j'ai jamais entendu parler en public. Majoritairement ceux des libéraux du West Island, et beaucoup de la CAQ, puis QS moins, parce qu'ils sont moins nombreux. Là. Mais tu sais, le fait que ces gens-là font mes amis, collègues, de ci, de ça, tout le monde est fin, tout le monde est gentil. Je dis pas de s'envoyer du poisson pourri à la longueur d'en face. Il y a un respect mutuel entre des collègues de travail. Mais le fait que tous ces gens-là, à part les hautes têtes dirigeantes, le cercle restreint du Conseil des ministres puis le PM, là, le reste, c'est quasiment des nobody insignifiants qu'on n'invite jamais. On ne demande jamais leur opinion ou que les syndicats ne voient jamais comme une menace. Non, mais moi, c'est un hostie de red flag. Je suis désolé, ces gens-là ne servent à fuck all. Oui, ils s'occupent de vos petits problèmes d'un comté, puis ils font des petits 100$ pour les forums étudiants, puis ils vont d'imparter de souper spaghetti, puis de ci, de ça, puis ils font le petit speech avant le bûcher de la Saint-Jean. Wow. Puis ils montrent le pancarte, là, événement financé par bureau de tel député. Wow, ça, ils font ça. Mais à part de ça, c'est ça. Vous allez me dire, c'est la majeure partie de la job du député, c'est de faire ça. Oui, je suis d'accord. Mais t'es plus. Un député devrait pas être un genre de placeholder de juste gérer le quotidien des gens. Oui, c'est une grosse partie de la job, mais uniquement ça, c'est pas uniquement sa job. Je suis désolé. Puis voter ce que tout le reste de son parti pense tout le temps, ça non plus, c'est pas sa job. La question de la ligne de parti, soit en effet, il y a, on s'était déjà penché, puis je vais terminer là-dessus, là, sur une réforme parlementaire. C'est assez compliqué, mais on va sortir avec quelque chose là-dessus. Mais c'est assez compliqué, là, la réforme parlementaire, le rôle du député, la ligne de parti. Moi, j'aimerais ça que ça puisse se passer plus comme à la Chambre, à la Chambre des représentants, comme au Sénat américain, où est-ce que tu peux avoir des contre-pouvoirs. Exactement. Soit des membres du Congrès, soit des sénateurs qui dévient complètement de la ligne de parti. Moi, je trouve ça très intéressant. Puis ça intéresserait encore plus les gens en politique. Ben oui, ça créerait des factions. Ben oui. Par définition, s'il y aurait une possibilité, il y aurait des gens, il y aurait une frange conservatrice au sein de la CAQ, puis au sein de d'autres partis, peut-être même transpartisans, tabarouette. Mais au moins, ça serait crissement plus représentatif. Ce serait plus intéressant. Et ça, tu le vois plus aux États-Unis que tu le vois au Québec. C'est ça. Quoique les lignes de parti se durcissent quand même en ce moment aux États-Unis. Ça, c'est une réalité.
Mais il faudrait faire une chronique à un moment donné, moi puis Ah toi, ouais, sur la absolument, politique on va en américaine. parler. Moi, j'aime bien ça, la politique américaine. Oh, oui. Mais bientôt, là, je le donne en scoop. Écoutez, là, moi, j'attendais que le dédomiseur nous fasse une chronique ou un... Parce que lui, il fait des chroniques ça s'appelle Ça s'appelle quoi, là? Le dédomiseur, c'est ça. Le dédomiseur, ça s'appelle comme ça. Puis je m'attendais à ce qu'il en fasse une sur Nietzsche, sur la philosophie de Nietzsche. Puis là, j'attendais, puis il l'a pas fait. Ben, j'ai décidé que je vais la faire. Bon, je vous donne un scoop. Là, tu sais tu sais que Frank, en écoutant ça, il te donne 2 semaines, puis il va en faire une. Là. Puis il va en faire une. Il va en faire une après. Fait que je donne un scoop. Je vais faire une chronique sur... puis on va le faire de façon historique. Puis je termine vraiment là-dessus. On va le faire de façon historique. On va prendre le début de son enfance jusqu'à sa mort. Puis on va essayer de parler des concepts. Puis regarder un peu, là, c'est qui cet individu bizarre-là. Ça va être intéressant, je pense. On va sortir un peu de la santé. Tu sais, j'aime ça une fois de temps en temps, sortir de la santé. Petite shot de Moyen-Orient, une petite shot de santé, une petite shot de politique américaine, avoir une petite shot de Nietzsche, pourquoi pas. C'est ça, exact. Nous avons trippé. Écoute, Karim, toujours un plaisir. Regarde, on passe au travers de sujets, puis jamais indifférent, toujours en profondeur. Puis, regarde, faites-vous vos propres idées, chers amis. Bien curieux de vous écouter, de vous lire en commentaire là-dessus, mais c'est ça. Des fois, j'ai l'impression qu'on radote un peu, là, parce que, tu sais, c'est pas ce qu'on veut radoter. C'est juste qu'à un moment donné, les solutions sont tellement simples à impliquer, mais semble-t-il qu'on est une disparate qui semble avoir vu. Soit, c'est ça. C'est soit qu'on est vraiment des gens qui sont carrément dans le champ, puis que toutes les autres ont compris, puis on n'a pas compris, ou finalement que, ouais, ça se peut qu'on ait peut-être la solution, je dirais pas miracle, mais du moins la vraie direction à appuyer, mais personne n'y a pensé. Ou qui n'ont justement pas le courage de le faire. Les 50 prochaines années nous le diront. Ouais, puis je dirais que c'est déjà commencé. Fait que tranquillement, pas vite. Passez une bonne journée, tout le monde. Bye bye.